Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire au cours duquel on va parler de modèle économique. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. C'est bien. Je vois qu'il y a du monde dans le chat qui dit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé avant qu'on commence le webinaire. Vous êtes en train de dire bonjour dans le chat. C'est très bien, c'est fait pour ça. C'est un espace qui vous est dédié pour que vous puissiez échanger. À côté de ça, vous avez aussi un onglet questions dans lequel vous pouvez poser des questions. Dans cet onglet, vous avez la possibilité de voter pour des questions qui ont déjà été posées. Donc, à la fin du webinaire, on va garder un quart d'heure pour les questions et on répondra à celles qui ont été le plus sollicitées. Voilà, donc si vous avez des questions, vraiment posez-les dans l'onglet questions parce que si vous les posez dans le chat, on ne les verra pas passer. Bon, c'est bien, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. On va peut-être pouvoir commencer. Donc, on va commencer par une rapide présentation de BGE. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà BGE parce que vous êtes en parcours, mais rapidement, nous, on fait de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprise. On accompagne à toutes les étapes du parcours. L'accompagnement, il se fait sous un format mixte, entre un suivi avec un conseiller formateur dédié et des formations collectives, avec pour objectif de transmettre des compétences entrepreneuriales pour que les entrepreneurs soient en capacité de prendre les bonnes décisions. BGE, on est un gros réseau, on a un réseau associatif qui a une trentaine de structures sur le territoire et plus de 500 lieux d'accueil. Et on accueille 117 000 personnes par an en moyenne et on permet d'immatriculer, on aide des personnes on aide environ 17 000 personnes à s'immatriculer tous les ans. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont se présenter. Romain, si vous voulez bien commencer. Ah ben, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Donc Romain Desbordes. Donc je suis sommelier de formation, caviste maintenant depuis quelques temps sur la ville de Bourges, dans une cave qui a pour vocation de désacraliser le conseil du vin pour donner quelque chose de plus familier et chaleureux que ce qu'on a pu avoir dans certaines caves au fil des années. Donc vraiment, voilà, le but du jeu, c'est de donner accès à tout le monde, expert ou pas du milieu, un conseil le plus précis possible et le plus pointu, tout en restant dans une ambiance chaleureuse et vraiment cet esprit un peu familial. Okay. Merci Romain. Donc, bonjour à tous, moi c'est Marc, je suis dirigeant de MNBio depuis 2 ans maintenant. Et puis j'ai créé cette entreprise il y a environ, il y a à peu près 3 ans et demi, 2 ans qu'on s'est lancé réellement, et puis 1 an et demi qu'on a commencé nos démarches commerciales. Je dis on parce que je suis accompagné de mon associé Julien, et voilà. Merci. Allez, on va pouvoir se lancer dans le sujet. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de déjà comment vous est venue l'idée de votre projet et à partir de là, comment est-ce que vous avez fait pour étudier la viabilité de ce projet? Ça marche. Je commence, Romain? Ouais, tu peux y aller. Vas-y. Ouais. Alors donc je disais 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'on a mis à peu près 1 an et demi de réflexion avant de lancer notre projet. Dans cette année et demie, on a fait notre première étude de marché. On a essayé de trouver notre place sur le marché. Alors donc MMBio pour l'explication de notre entreprise. MMBio comme le nom l'indique, on est dans le bio, on commercialise des préparations culinaires bio, préparation culinaire, assaisonnement et ingrédients bio. Et aujourd'hui, on a d'autres produits en plus de nos ingrédients qu'on utilise tous les jours dans nos recettes. Et donc, pendant cette année et demie de réflexion, il a fallu qu'on étudie le marché, qu'on trouve notre place sur le marché et qu'on trouve des différences aussi par rapport aux concurrents ou aux entreprises complémentaires à la nôtre. Donc voilà. Ouais.
Ok, merci. Donc, Romain? alors nous c'est un peu différent dans l'idée où c'est pas du tout le même style de commerce. Nous on est vraiment dans le commerce pur et classique en gros, donc achat revente de produits. La petite différence c'est qu'on s'est installé sur un marché qui était déjà relativement rempli, à savoir sur la ville de Bourges où on a qui n'est pas une très très grande ville et où on est quand même déjà presque environ 10 cavistes. Donc, dans la première chose qu'il a fallu qu'on voit, c'est avant toute chose, est-ce qu'on pouvait se placer avec un plus par rapport aux autres. Donc, au fil des recherches, on a pu découvrir pas mal de choses, entre autres grâce à BGE qui nous a aidé dans nos recherches là-dedans, qui nous ont permis de faire quelques comparatifs de style de vente, de formation proprement parlée, qui nous ont permis vraiment de comprendre qu'au niveau de la personne, on collait au projet. Ensuite, on a vraiment eu une histoire de placement, tout ce qui touchait dans notre milieu. Le local, l'emplacement du local, c'est 80 à 90% du travail. Si on peut avoir le meilleur projet du monde, si on n'est pas placé là où il faut, ça sert pas à grand chose. On avait toute une histoire par rapport au fait de pas faire ça pour rien, c'est-à-dire qu'on avait vraiment besoin de monter le projet correctement, chose où ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand on s'y est lancé avant l'accompagnement, on n'avait aucune notion de comment faire un business plan. Et encore une fois, c'est au fil de notre accompagnement où on a eu finalement, mois par mois, d'autres suivis qui nous a permis d'avoir un business plan béton, auquel on a fait confiance totalement du coup à BGE et aux conseillers qu'on avait eu pour ça, qui nous ont permis d'y aller entre guillemets tête baissée auprès de la banque et compagnie, pour que ça finalement tout soit vraiment solide et bien. Donc l'accompagnement a été très important pour que le projet soit le plus viable possible finalement. Okay. Oui, tout à fait. Je rejoins Romain dans ce cas-là. C'est vrai qu'après cette réflexion qu'on a sur notre intuition d'entreprise, il faut vraiment bien la définir. Et là, justement, une fois qu'on a un petit peu ce projet en tête, il faut le matérialiser. Donc là, la BGE rentre complètement dans les clous pour trouver une cohérence à notre projet, bien définir notre projet. Alors, ce qui sert aussi à bien définir, c'est mettre des mots sur notre projet, aussi bien pour nos futurs partenaires comme les banquiers, les comptables, qui eux vont nous accompagner. C'est à eux d'abord de croire en nous, et puis surtout à nos partenaires commerciaux, aussi bien fournisseurs que clients ou prospects lors d'une création. Donc là, je parle bien d'une création. Moi, j'ai créé mon entreprise, Romain aussi. C'est pas du tout la même chose que de reprendre une entreprise, même s'il y a des similitudes. Quand on reprend une entreprise, on veut faire à notre sauce et donc faut aussi faire un prévisionnel pour tout ce qui est modification et s'approprier l'activité. Donc là, sur une création, vraiment, la BGE donc permet aussi de bien définir et de trouver une cohérence sur notre projet. Et puis surtout, le prévisionnel, après rentrer dans les chiffres. Et c'est là que ça devient des compétences que tout le monde n'a pas. Et donc voilà. Donc la BGE a été top jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vraiment, presque le prévisionnel que j'ai donné au comptable, le comptable a recopié. Ok, merci. Avant qu'on passe à la suite, je veux juste repréciser pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard que les autres, que vous avez accès à 2 onglets, le chat pour discuter entre vous. Et si vous avez des questions, merci de les poser dans l'onglet questions, parce qu'autrement, on ne pourra pas y répondre. Merci. Alors, vous avez commencé un petit peu à en parler, mais du coup, sur cette partie rentabilité, il y a tout un programme pour mettre les choses en place. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé pour vous de ce côté-là, et on parlera ensuite de la partie rémunération. Je vais commencer, Romain. Vas-y. Alors nous, donc on a quand même mis pas mal de temps avant de réfléchir à notre projet. On vient pas de n'importe où non plus, donc on savait dans quoi on se lançait. Donc on a été très bon sur tout ce qui a été investissement matériel. Donc, on a bien chiffré notre besoin, on a bien acheté nos premiers, notre matériel pour un développement sur les deux, 3 premières années. Donc là, on n'a pas eu à redemander une rallonge au banquier, c'est en plus quelque chose qu'ils aiment pas trop. Et quand ils lancent un projet, normalement, c'est fait pour, comme ils me disent souvent, c'est pour 2-3 ans, revenez pas me voir pour justement l'investissement. Donc là, on a été plutôt cohérent sur nos achats.
faire très attention au stock, aux besoins de fonds de roulement, donc besoin de bien acheter au départ et puis voilà. Là où on s'est un petit peu planté, je pense, c'est on a mal jaugé les 6 premiers mois de création, c'est-à-dire que pour transformer un prospect en client, il peut se passer quelques mois, 2, 3, 6 mois. Donc ces 6 mois sont, il n'y a pas beaucoup de rentrées, donc pas beaucoup de ventes. Là où on a mal jaugé aussi, c'est tout ce qui est. Alors donc moi je fais de l'alimentaire, donc il y a pas mal d'échantillonnage à faire. Et là j'ai chiffré ça à peu près, il y a à peu près une enveloppe de 6 000 euros sur les 6 premiers mois d'échantillons qu'on a donnés. Donc et moi personnellement, pas d'échantillons, pas de vente. Si le client peut pas goûter, voilà. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, alors mon profil client, c'est plutôt les professionnels. Donc, on a plusieurs profils clients. On travaille beaucoup avec les restaurations collectives et les magasins. Pour l'instant, c'est vraiment les deux clients qu'on privilégie. Parce que c'est pareil, un profil client, c'est un travail bien spécifique, un tarif bien spécifique, une offre et des conditionnements bien spécifiques, donc des détails. Donc ça demande du temps, de démarche commerciale. Et c'est pareil, en plus des échantillons, tout ce qui est démarche commerciale sont très coûteuses. Faire des kilomètres, voilà, les nuits d'hôtel. Donc tout ça, c'est pareil, faut pas hésiter à se mettre une grosse enveloppe là-dessus, même quitte à la dépasser, tant pis. Hein. Et puis voilà, moi je pense qu'on a pêché un petit peu, on a un petit peu pêché là-dessus. Voilà. Okay. Merci. Alors, ouais, nous, en ce qui nous concerne, dans l'idée, on avait un projet de base qui nous a pris un peu moins d'1 an à construire. On savait où on voulait aller et on avait, pour le côté rentabilité, on s'appuyait sur quelque chose qui est un peu particulier. Notre emplacement est en face d'un autre caviste. C'est-à-dire vraiment, on a le même type de commerce en face d'une autre, à la vitrine près. On est vraiment à 3 mètres. Voilà, on s'est placé là et il s'avère que je gérais la boutique d'en face avant de m'installer là où je suis aujourd'hui. L'idée, c'est que on s'était basé sur le chiffre en question, la boutique étant une grande enseigne de cave. Ça nous a permis de nous placer un petit peu, de savoir à peu près où est-ce qu'on allait en termes de passage. Ça nous a permis de calculer globalement, sachant qu'on a en gros, on a repris ces chiffres-là. On a vraiment tout revu à la baisse en se disant qu'on n'allait pas avoir le poids de l'enseigne. Et à partir de là, on a commencé à faire nos chiffres pour être sûr que tout se passe bien. Il s'avère qu'on était à peu près bon dans ce calcul-là. Là où on a un gros avantage par rapport à d'autres types d'entreprises qui font du commerce tels que nous, l'idée c'est que dans une cave, la grande majorité des produits n'ont pas de date de péremption. Ce qui fait qu'au moment où on a fait notre calcul, avec la banque pour l'emprunt qu'on allait faire au niveau du stock, l'avantage c'est que vraiment 80% de notre stock sont des alcools forts, des vins, des choses qui finalement n'auront pas de risque d'être perdus dans le temps. Ça nous a permis d'avoir un stock sûr qui peut se vendre sur le long terme sans que ça pose trop de problèmes. La différence, tant qu'on avait d'autres styles de produits comme par exemple la bière qui lui, elle périme en généralement 1 an, qui nous demandait d'avoir un turnover plus rapide, mais 1 an c'est quand même relativement large par rapport à d'autres types de produits. En ce qui concerne le côté rémunération, nous, on a attaqué notre 3e année là depuis septembre dernier, et j'étais sous couvert jusque pendant mes 2 premières années de l'aide au retour à l'emploi. Donc en gros, j'avais mon indemnité chômage de l'époque qui m'a permis de couvrir jusque-là. Et depuis septembre du coup dernier, on a commencé à se rémunérer. Malheureusement, comme beaucoup, pas exactement au stade où on aurait voulu dès le départ. Là, on parle de quelque chose qui, forcément, dans les calculs, on avait évidemment gonflé un petit peu les choses pour que, par rapport aux chiffres qu'on avait prévus. Mais il y a tout plein de choses à prendre en compte entre le contexte actuel. Il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont modifier les habitudes d'achat.
Donc globalement, on travaille énormément sur tout ce qui est fidélisation et au fur et à mesure, on fait grossir petit à petit. Les 2 premières années, en tout cas, ça peut être la première année selon les droits que vous allez avoir, que vous pouvez avoir si vous utilisez l'aide au retour à l'emploi, peuvent vous permettre de couvrir un peu, de ne pas tirer de salaire pour avoir de la trésor et donc être plus viable et être tranquille si jamais vous avez un problème, éviter de retomber dedans. Éviter d'avoir à revenir voir le banquier, comme disait Marc, parce qu'effectivement, faut être honnête avec ça, ils vous aident, ils vous accompagnent, aucun problème, mais ils aiment bien que ça tourne tout seul dans les 3 premières années, quoi, à peu près, et que vous ayez plutôt pas trop besoin d'eux. Après, si jamais il n'y a pas eu de ce souci-là, globalement, ils sont quand même là pour vous accompagner, il faut pas avoir peur de ça. Et typiquement, Oui, ils ont des solutions. oui, complètement, ils ont des solutions, faut pas hésiter à leur demander au cas où. Et si jamais les choses ont tourné correctement et que globalement vous n'avez jamais eu de soucis avec ça, ils sont même presque contents que vous reveniez les voir. Voilà, donc au contraire, il faut pas hésiter. Et ça permet vraiment d'assurer un petit peu la chose. Donc ouais, niveau rémunération, effectivement, on n'est pas au stade où on aurait voulu aujourd'hui. On n'en est pas extrêmement loin, mais on est dans la bonne voie. Ouais, c'est assez complémentaire. Je te coupe, Romain, mais c'est vrai que il y a des choses qu'il faut bien jauger sur le prévisionnel et justement la rémunération. C'en est une. Effectivement, le banquier, je pense qu'il n'aime pas investir, enfin qu'on investisse dans de la rémunération qu'on n'a pas. Donc surtout, comme je disais tout à l'heure, n'essayez pas de faire un prévisionnel à la baisse en disant je vais réussir à monter une entreprise sans investir beaucoup. Gonfler. De toute façon, les banquiers, c'est pas parce qu'ils nous disent non une fois qu'ils ne veulent pas dire oui au projet rectifié. Donc surtout gonfler parce que les premières rémunérations, vous les aurez pas. Je pense pas dans même la première voire la deuxième année. Moi, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé, 1 an et demi. Donc on fait notre première démarche commerciale parce que les 6 premiers mois, il y a eu beaucoup de réglages. Nous, dans l'alimentaire, il a fallu affiner énormément nos recettes. Affiner nos tarifs. Donc il y a pas mal de les 6 premiers mois, c'est pas 6 mois perdus, mais c'est pas 6 mois qui sont très bénéfiques en termes de rentabilité. Et donc c'est vrai que moi ça fait 2 ans. Là, je pense qu'on va commencer à se payer. Même si on a des envies de développement, donc réinvestissement, etc. Donc là, voilà, c'est ça. Là, je rejoins Romain. Il y a la rémunération, donc faut pas faire un prévisionnel vraiment tirer vers le bas en se disant le banquier va accepter parce que c'est pas cher. Non. Il faut avoir confiance dans le projet. Là-dessus. Si jamais ils voient que, si jamais au moment où on en parle de se rémunérer, on explique qu'on veut se payer le moins possible en espérant que ça plombe pas la boîte, il y a risque que en face, ils pensent que vous n'ayez pas confiance dans votre projet, ce qui est quand même dommage, globalement. Ouais. Merci. On va passer à la suite. Du coup, sur la partie investissement, Romain, Marc, vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses par rapport à ça avant qu'on parle de vos perspectives de développement? Peut-être matériel. Non, mais petit conseil aussi, c'est toujours avoir dans l'investissement et le développement, toujours avoir une vision 1 an, voire 2 ans plus loin. Qu'est-ce que va devenir mon entreprise dans 1 an ou 2? Est-ce qu'il y aura des salariés? Est-ce que pour Romain, par exemple, j'ouvre une autre succursale, enfin un autre magasin? Est-ce que voilà, toujours avoir un petit peu cette année d'avance. Nous, on en est obligé parce qu'on part de petit, on a des gros projets. Donc nous, juste pour info, notre terrain de jeu pour l'instant, c'est la France. Donc là, on fait autour de chez nous, et puis on va agrandir un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que c'est sur le développement, toujours avoir un petit peu d'avance. 1 an, voire même 2 ans, à quoi va ressembler notre entreprise. Et justement, ça permet d'anticiper tous les investissements nécessaires voilà. En termes purement investissement dans l'entreprise, oui, c'est pour te rejoindre là-dessus, Marc, on a vraiment l'idée c'est bien d'avoir une vision au minimum sur 1 an de là où vous voulez aller, c'est clair.
Pour donner un exemple, là, une chose sur laquelle nous on a mal joué de notre côté, au niveau d'un milieu caviste, il faut si on ne fait que le pur métier de vente tout simple, c'est difficile de faire uniquement grâce à la vente tout simple, de se développer correctement. Donc, ça va obligatoirement demander à mettre en place d'autres types de services, vraiment d'autres manières de faire venir les gens, d'animer un petit peu. Donc, entre autres, nous, une des premières choses qu'on avait voulu mettre en place, c'était de la location de tireuses à bière pour les événements. Chose qui est plutôt bien partie, à l'exception qu'on a vu un peu trop bas l'investissement pur et dur du matériel. On a vu ça de manière un peu rapide et un peu à l'économie, en trouvant une machine qui nous convenait au départ, qui s'est avérée être une machine qui n'était vraiment pas aux attentes qu'il nous fallait. À la toute première location, catastrophe, voilà, avec un professionnel en plus, donc vraiment catastrophe pour le coup. Donc on s'est retrouvé à devoir rembourser tout ce qui avait été facturé, enfin la totale. Et on s'est rendu compte que finalement, il a fallu rallonger de 2,5 fois le prix de la machine pour pouvoir avoir du matériel qui aujourd'hui est vraiment fiable. Depuis, on n'a plus aucun souci. 1 an plus tard, on est sur le point d'acheter notre 2e machine pour pouvoir agrandir le service de location. Et en fin de compte, ce service-là finit par se rentabiliser tout seul au fil du temps. Le bouche à oreille est très important pour nous parce qu'on travaille à l'échelle de la ville actuellement. Pareil, en parlant d'investissement, un autre exemple assez clair. Depuis quelque temps, dans les services proposés, on fait des soirées dégustation, voilà, qui nous permettent d'avoir des genres de petits événements à la boutique. Mais qui là pour le coup l'investissement principal c'est surtout du temps, voilà, parce que par conséquent on embauche à la même heure que d'habitude mais on débauche beaucoup plus tard. Faut que tout le monde à la maison soit d'accord avec ça. Ça fait aussi partie des, entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, c'est pas vraiment sacrifice, c'est-à-dire que c'est des partis pris, c'est des concessions qu'on fait parce qu'on sait que ça reviendra au bout d'un moment et nous ça revient déjà très bien. Les soirées dégustation sont entre guillemets déjà beaucoup plus rentable et en tout cas beaucoup plus vite que le service de location, alors qu'on l'a pas priorisé au départ. On pensait pas que ça marcherait aussi bien. Donc si on l'avait su, on aurait commencé par ça. Vraiment dès le départ, ça nous a coûté beaucoup moins d'argent à mettre en place et finalement c'est rentable plus vite. Donc il y a vraiment ce genre de choses à prendre en compte. Et donc une dernière, on a actuellement, on n'a pas de système de vente ailleurs que par la vente directe en boutique. L'investissement dans un site internet avec un système de click and collect pourrait être très intéressant, voire pourquoi pas carrément de la commande avec de l'expédition, mais ça coûte un certain prix et on s'en rend pas forcément compte au départ. Parce qu'avoir un site vitrine, c'est bien beau, mais avoir un site réellement fonctionnel avec de la vente sur place, ça coûte de l'argent, parfois beaucoup si on veut un service vraiment au top. Est-ce qu'on veut prendre en compte tout plein de choses? Est-ce qu'on veut faire des envois? Est-ce que nos envois sont suffisamment sécuritaires, enfin, assez solides pour pas qu'on ait de problème selon le produit qu'on utilise? Il y a plein de choses auxquelles on pense pas forcément tout de suite. Et donc, ouais, se développer, la vente en elle-même, la vente directe, le truc principal pour nous, c'est bien, ça fidélise tout le temps, mais la fidélisation, c'est long. Tu en parlais, Marc, toi, tu as des clients, c'est un peu différent par rapport à la demande que tu as, mais ça m'étonne pas que du coup, on parle de commandes qui sont pas de la même taille, je suppose. Voilà. C'est-à-dire que bon, moi, il m'achète 2 bouteilles, éventuellement, toi, c'est pas forcément la même chose. Donc, ouais, nous, on va dire que sur une fidélisation, on a réellement besoin que les gens viennent et reviennent. Et entre les gens qui viennent une fois par an à Noël pour faire un cadeau à leurs parents et les gens qui viennent une fois par semaine pour s'acheter leur bière du week-end, en fin de compte, ils sont tous aussi fidèles les uns que les autres. C'est juste qu'on a vraiment besoin d'en avoir de plus en plus. Donc, le service doit non seulement être au poil, mais il doit être régulier tout le temps. Donc, il faut réussir à tout caler dans l'emploi du temps, qui généralement n'est jamais assez grand. Voilà, c'était une réalité qu'il faut garder en tête. Le temps, il n'y en a pas beaucoup. Il faut bien s'en servir. Voilà. Marc, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non. Non, c'est bon, on a fait le tour. Ok. Pour vous repréciser, dans l'onglet questions, n'hésitez pas à aller voter pour les questions qui vous intéressent
parce qu'on va y répondre en fin de webinaire. Et du coup, avant qu'on passe à cette partie questions, est-ce que vous auriez un conseil spécifique que vous souhaiteriez partager avec les entrepreneurs ou potentiels futurs entrepreneurs qui vous écoutent? Marc? Vas-y, Romain. Ouais, j'y vais. Bon, bah alors, je vais revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, qui est très important. Le banquier et le comptable ne sont pas vos ennemis, mais vraiment. J'avais pas forcément cette idée en tête au départ, surtout pour le côté comptable, mais s'entourer correctement, c'est extrêmement important. Vous avez le droit, alors, de pas être d'accord avec la personne avec laquelle vous êtes au départ, parce que peut-être que vous avez choisi un comptable un peu à la va-vite. C'était le cas pour nous au départ. On a rectifié le tir en cours de route, voilà, pour trouver quelqu'un finalement qui nous correspondait mieux à la personne. Comme qui dirait, alors c'est bête de dire ça, mais le feeling est très important. Si jamais vous vous rendez compte que la personne en face n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est compliqué. Faut que vous soyez à l'aise avec vos collaborateurs. S'entourer, c'est très important. Alors, pour ceux qui sont déjà suivis par BGE, je vais répéter un truc qu'on vous a dit probablement 12 milliards de fois, mais le réseau, bon sang, le réseau, c'est très important. Et globalement, même si au départ, vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir un fameux réseau très développé, en vérité, en fouillant un tout petit peu, vous avez toujours une base de quelque chose. Voilà. C'est pas parce que vous prenez pas le café avec tout le monde tout le temps que vous pouvez pas les considérer comme faisant partie de votre réseau. Si vous avez des questions pour de l'accompagnement, faut pas hésiter. Globalement, les gens sont pas méchants. Hein. Voilà, il faut s'entourer correctement. C'est vraiment très important. Parce que bon, là aujourd'hui, nous on peut répondre à des questions, mais allez savoir quel type de questions vous aurez demain ou plus tard, et vous aurez peut-être besoin d'autres éclaircissements. BGE est là pour ça. Alors, en dehors des rendez-vous que vous avez de temps en temps, si vous avez un suivi, vous pouvez leur poser des questions en dehors de ça. Généralement, ils se décarcassent vraiment bien. Je sais que moi, ça a été le cas. Voilà, ma conseillère s'est bien arraché la tête pour certains trucs. Encore aujourd'hui, si elle nous regarde. Voilà, s'il n'y a pas de souci. Mais oui, donc faut vraiment pas hésiter. Je rejoins Romain, pareil, conseil, bien s'entourer. Vous n'êtes pas marié à une banque, mais mariez-vous à un banquier. Essayez de savoir si, voilà, moi, la première question que j'ai vue avec mon banquier, qui m'intéressait vraiment, hein, c'était est-ce que dans un an, vous allez changer de banque, enfin d'agence ou pas? Parce que moi, le but, c'est pas de lancer une entreprise avec un banquier qui va changer tous les 6 mois. Donc ça, pareil, le banquier que nous on rencontre régulièrement parce que on est un peu en flux tendu, hein, aussi bien il n'y a pas que sur notre stock, il y a aussi sur nos comptes. Donc avoir un bon banquier et puis surtout le conseil c'est se remettre en question. Il y a toute une gestion de stress quand on devient gérant, c'est-à-dire que l'entreprise dépend de notre motivation, notre santé, notre physique, nos envies de faire autre chose, de faire plein de choses dans une journée. Il y a tout ce niveau de stress qu'il faut gérer. Donc, faut prendre du recul, faut savoir, grâce au réseau, échanger sur toutes les questions qu'on peut se poser tous les jours, même après 2, 3 ans, 4 ans d'entreprise. Donc toujours, ouais, le réseau. Là, par exemple, j'ai rencontré lors d'un salon un ancien collègue à moi et à qui j'ai fait visiter mon labo de fabrication. Oui, juste pour info, on fabrique aussi nos préparations culinaires. Donc, on a un labo de fabrication. Donc, on est amené à porter 25 kilos de riz, etc. Donc, on a quand même pas mal de contraintes physiques. Et il a été de très, très bonnes idées. Il a de très, très bonnes idées avec des investissements auxquels on peut faire face. C'est pas 27 000 euros des machines ou 40 000 euros. Donc toujours se remettre en question. C'est pas parce que on fait que c'est toujours très bien ce qu'on fait. On peut toujours faire mieux, plus facilement. Donc là, on est deux. On va bientôt engager quelqu'un. Je me vois pas cette personne-là lui faire porter 400 kilos par jour en production sans investissement matériel qui facilite ce boulot-là. Donc toujours gérer le stress, avoir du réseau, se remettre en question, et puis surtout avoir un comptable dans lequel on a confiance, parce que des fois on peut avoir des grosses factures et pas beaucoup de rentrées. Et donc là, ils ont des solutions. Et faut surtout pas partir dans une spirale où on creuse. Il y a toujours des solutions.
Voilà. Ok, merci beaucoup. On va pouvoir passer à la partie questions. Alors, on va y répondre dans l'ordre du nombre de votes. Donc, il a commencé par une question sur la recherche sur les concurrents. Robin, si vous voulez bien commencer, Ouais. bon, vous connaissiez déjà bien le secteur d'activité, mais il n'empêche qu'il faut quand même savoir où on met les pieds. Voilà, c'est ça. Alors nous, dans l'idée, on était déjà du coup dans le milieu au départ, donc c'était assez en pratique pour le coup. Par contre, il s'avère que tout le temps, on était déjà dans la cave qui était en face de la mienne aujourd'hui. On n'avait jamais prospecté du fait on n'avait jamais fait cette recherche au niveau de la concurrence. Donc c'est après coup, c'est pendant le montage du projet qui du coup a vraiment commencé. Globalement, on a commencé fin janvier et on a ouvert fin septembre. Voilà, de l'année 2021. Donc du coup, ça s'est fait quand même relativement rapidement et on a eu une recherche très bête et brute et directe, à savoir, on a pris notre petit cahier, on a noté tous les gens qui faisaient plus ou moins le même métier dans la ville et dans le réseau, dans le coin. On a commencé en faisant des visites, pure et dure. Voilà, on est allé les voir en direct, en se présentant, en prenant un peu la température, voilà, savoir effectivement, un tel fait tel style, un tel a telle approche. On rencontre des gens qui peuvent être très ouverts à votre projet, parfois, qui comprennent tout à fait que vous vouliez vous lancer dans le métier. Parfois d'autres qui sont un peu moins ouverts. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. En étant vraiment en face d'un autre caviste, je peux vous assurer une chose, il y a la place pour tout le monde. C'est très important. Il y a pas, voilà, ceux qui vous disent qu'ils comprennent pas le concept de concurrence. La concurrence, c'est sain. Ça oblige les entreprises à se renouveler. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent s'installer au milieu de nulle part sans aucun concurrent et fonctionner de dingue. Il y a une grosse boîte de meubles suédoise qui fait ça. Eux, ils peuvent se mettre dans le trou du monde et ça ira très bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc la recherche de concurrence, on va vraiment faire ça. Nous, au départ, on a fait ça bêtement sur Internet. On a fait nos recherches comme ça. Après, on allait les voir en direct. On a pris la température et on a fait un questionnaire sur Internet aussi qu'on a envoyé, qu'on a distribué par mail. Alors là, on va parler réseau, mais réseau du début, à savoir en gros, on a commencé par faire nos amis, notre famille, la totale. Et on leur a demandé de partager ce questionnaire par mail qu'on avait créé nous-mêmes. Vous pouvez créer vos propres questionnaires sur Internet. Ça coûte rien. C'est relativement bien fait. Mettre autant de questions que vous voulez, ça vous permet d'avoir une petite recherche qui est très intéressante. Donc du coup, ça nous a permis de fournir un petit peu, avoir un petit panel d'une centaine, un peu plus de réponses, qui finalement nous a permis de savoir où on allait et face à qui on allait se placer. Marc ? Oui, à mon tour. Donc oui, la concurrence, nous c'est un peu particulier. On a des concurrents, mais j'ai envie de dire un petit peu comme Romain, on a des entreprises complémentaires. Nous, notre but quand on veut se différencier de la concurrence, c'est justement de pas, en gros, piquer l'idée de quelqu'un, faire la même chose, baisser les prix et puis prendre tout son marché. C'est d'être complémentaire. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui font des préparations culinaires. Donc nous, c'est qu'en sec, hein, c'est pas en frais. Donc c'est que du sec. Donc taboulé, riz paella, riz façon curry, risotto champignons. Donc tout ça, il y en a déjà sur le marché. Ça, c'est destiné à plusieurs profils clients. Donc après, c'est la recette en elle-même qui va nous différencier de la recette. Alors soit elle n'existe pas, soit personne la propose pour ce type de profil de client. Et puis par contre, pour nos magasins, il y a déjà un faiseur de plats de préparation culinaire comme ça. Et j'ai envie de dire qu'on ne fait pas les mêmes recettes qu'eux. Donc on est assez complémentaires. Et donc c'est pour ça, quand on regarde la concurrence, c'est pas fait pour prendre leur marché, mais où se positionner avec eux. Et souvent, c'est ce que je dis et c'est ce que je vois dans les magasins, notre concurrent entre guillemets, lorsqu'on est placé à côté d'eux,
on a une belle offre de plats préparés, facile à faire, risotto, et on est assez complémentaires. Donc le but, c'est surtout, c'est ce que je dis au magasin, n'arrêtez pas le concurrent. Au contraire, faut qu'on est assez complémentaires voilà. Donc chercher la concurrence et se différencier quand même, se différencier, se trouver s'approprier nos produits. Voilà. Après, c'est pas Merci. qu'une question de prix, pardon, ouais, c'est pas qu'une question de prix. Vraiment chercher les attentes. Là, par exemple, nous, on travaille avec les collectivités. Quand ils travaillent avec des grosses entreprises actuellement, ça va être du 10 kilos, 25 kilos. Euh, Nous, on crée du 4 ou 5 kilos. Justement, c'est plus facile à transporter. Et rien que ça, là, ils regardent plus le prix. Hein. C'est moins cher en 25 kilos qu'en 5 kilos. Mais en termes voilà, de sécurité, mieux vaut prendre 4-5 kilos. Donc, on a réussi à trouver voilà, des petits détails de conditionnement comme ça qui permettent de se différencier, même si le produit à l'intérieur est le même. Ok, merci. On va passer à la prochaine question. Concernant la part d'apport personnel dans votre projet, parce que j'imagine que ce sont des questions qui se sont posées. Oui. Romain, vous voulez peut-être commencer du coup. Je vais commencer pour le coup. Pardon, j'ai pas entendu la question, Fanny. Quelle a été la part d'apport personnel dans votre projet? L'apport financier? Alors, du coup, je vais Moi, commencer. 5 000 euros. Excuse-moi, Romain. Je t'en prie. Parfait. Voilà, parfait. Oui, 5 000. Donc, oui, toi, t'as direct la réponse, c'est magnifique. Alors, nous, c'est un peu spécial. On avait rien du tout. On est arrivé avec l'idée comme quoi on disait, on a un rêve et des beaux projets, mais aidez-nous s'il vous plaît. Le problème, c'est qu'étant donné qu'on partait avec rien, il y avait des choses ça faisait un peu partie de la zone sombre pour nous. C'est là qu'intervient BGE, là, qui nous a appris l'existence de prêts à taux zéro, qui nous permettait souvent des aides régionales, des choses comme ça, il y en a vraiment beaucoup dans plein de régions différentes, qui sont faites pour vous aider justement à ce genre de projet et qui vont vous demander généralement de pitcher votre projet devant des comités pour avoir accès à ces fameux prêts. Nous, entre autres, il s'avère qu'on en a eu 2 et on a eu en fin de compte l'équivalent de 8 500 € pour là-dessus, qui nous a permis d'aller voir la banque avec. Finalement, ça nous a servi d'apport. Voilà, vu ça avec le banquier, on est venu sans rien. Et étant donné qu'ils avaient confiance dans le projet et qu'on savait pitcher notre affaire, ils étaient relativement confiants sur le fait que les comités allaient bien se passer et qu'on allait avoir les fameux prêts. Donc en fait, on est parti avec de l'argent hypothétique sur le projet qu'on a effectivement eu et ça nous a permis d'avoir donc 8 500 € dedans. On n'avait pas d'économie personnelle, on n'a pas emprunté d'argent à la famille parce qu'on ne voulait pas le faire. Ils auraient été prêts à le faire, mais bon, j'étais pas dans l'idée qu'on avait. Donc non, effectivement, on n'a pas vendu la voiture, on n'a pas, voilà, toutes ces choses-là. Donc voilà. Ok. Marc, vous voulez ajouter quelque chose? Là, je suis en train de lire la question. Les 5 000 €, je les avais déjà sur mon compte perso. J'avais un peu d'épargne quand même pour lancer mon entreprise. Je suis pas parti sans rien, donc voilà. Ok, merci. On va passer à la question suivante qui concerne le temps que vous investissez dans l'administratif de votre entreprise et quelles sont les activités qui sont les plus lourdes et chronophages pour vous de ce côté-là? Je te laisse commencer. Vas-y. Non, J'y vais? vas-y. Oui, vas-y. J'y vais. Donc, quel temps je passe à peu près une demi-journée par semaine. Administrative, j'entends comptable, envoi des factures aux clients, pointage. Voilà. Et puis ça c'est partie administrative commerciale. C'est pareil, quand on démarche un client, il faut lui envoyer un devis, il faut lui envoyer des informations par mail.
Tout ça, ça prend, c'est dans le quotidien, mais ça prend pas mal de temps. Donc c'est vrai que en fait la bonne question, c'est combien de temps vous êtes sur le terrain, parce qu'il reste pas beaucoup de temps finalement sur le terrain quand on compte tout ça. Alors moi personnellement, j'ai pas un magasin ouvert de 9h à midi et puis voilà, ou de 9h à 19h. Donc bah, sur le terrain, bah, faut bien s'organiser, faut travailler même peut-être un peu le week-end, parce qu'on n'est pas si souvent que ça sur le terrain. Euh, de, pour ma part aussi, donc on est deux dans l'entreprise, on a pas mal de production. Tout ce qu'on vend, on le produit ou on le reconditionne. Donc on passe pas mal de temps dans notre labo de fabrication. Donc après, c'est combien de temps il vous reste pour être sur le terrain, pour aller voir vos clients, voir des prospects, revoir vos clients, hein, parce que c'est important aussi. Souvent, ce que je dis à mes clients, c'est on va peut-être pas se voir l'année dans l'année. Hein, on s'est vu qu'une fois, donc faut que ça soit percutant sur la première. Donc il y a effectivement la charge administrative, et puis il y a toutes les charges annexes où finalement, bah, on n'est pas tant que ça avec le client. Donc, bah, tout ça, faut bien jauger. Donc, il y a une semaine où effectivement, pour ma part, je fais de l'administratif, beaucoup de production, et puis toutes les 2 semaines, je pars sur les routes. 2, 3 semaines, 3 semaines. Ok. Alors Voilà. moi, voilà, pour faire simple, moi je suis parti en connaissant bien mes forces et mes faiblesses. La paperasse étant une de mes faiblesses fortes, il fallait que j'investisse un peu de temps pour pouvoir m'en occuper correctement. Vous avez peut-être remarqué que je dis nous depuis le début, c'est parce que je suis pas tout seul dans l'entreprise non plus, je suis avec ma compagne. Ma compagne en tant que conjoint collaboratrice m'aide sur tout ce système-là. Elle a un travail à côté, donc elle m'aide dans la mesure du possible quand elle peut, mais vraiment sur le côté décisionnel, gestion et choses comme ça. Ceci dit, elle n'est pas sur place pour s'occuper de la gestion papier. Voilà, tout ce qui va être administratif pur. Euh, ça va ressembler à ce que tu as dit parce que globalement, c'est une demi-journée par semaine. À savoir précisément, c'est une matinée. L'entreprise est fermée les dimanches et lundis. Notre cas est fermé les dimanches et les lundis. Et on a volontairement choisi de fermer également le mardi matin, qui est une matinée qui a toujours été très très creuse en termes de vente. Euh, je suis fermé, mais je suis quand même sur place au magasin et c'est ma matinée 100% administratif. Je viens uniquement pour faire du traitement, du pointage. Ça me permet d'avoir en tête le fait que je le fais toutes les semaines à tel moment. La boutique est fermée, donc je ne peux pas être gêné par de la vente qui viendrait en cours de route. Je ne suis pas à la maison avec potentiellement des distractions qui me permet d'être à fond dedans et d'assurer tout ça. Et en fin de compte, en me mettant complètement dedans dans un milieu professionnel qui me permet d'être à fond dessus, en l'équivalent de 2 heures, on abat énormément de travail. Voilà. Et ça me permet également les fois où j'ai un peu moins de pointage et vraiment de choses comme ça à faire, on se retrouve finalement avec plus de temps pour faire de la préparation sur des devis, de la mise en place de documents pour faire du démarchage, entre autres pour les professionnels, voilà, de la mise en place purement administrative sur les. Alors, je vais pas vraiment accrocher ça administratif, mais un petit peu parce que je fais ça sur le même temps, de la préparation pour tout ce qui touche à la publicité sur les réseaux sociaux, qui prend beaucoup de temps à faire si vous le faites sur votre temps de travail normal. Comme tu disais, Marc, une des différences étant aussi que nous, on a une entreprise qui a une ouverture au public toute la journée, ce qui fait qu'on peut être interrompu et que globalement, on va être interrompu. En général, c'est quand vous avez le plus de trucs à faire que tout le monde rentre. Je sais pas comment ça se vérifie, mais ça se vérifie. C'est une vérité. Donc, dégager du temps si vous arrivez à dégager du temps, sachant qu'il y a forcément un moment où que vous le vouliez ou non, ça va un peu déborder sur votre vie personnelle, sur votre temps perso. C'est bien de pouvoir vous donner un petit sas où vous faites ça 100% administration, parce que oui, le faire de la paperasse pure et dure, c'est long, ça plaît pas à tout le monde. Donc c'est bien d'avoir du temps exprès, vraiment purement dédié. Ok, on va prendre une dernière question.
qui concerne plutôt l'aspect communication. Donc la question c'est, est-ce que vous avez organisé un événement pour le lancement de votre activité? Et comment vous avez communiqué là-dessus? Et du coup, j'en profiterai pour vous demander plus largement comment vous communiquez sur vos activités. Alors non, rien du tout pour notre part. Notre part. Les 6 premiers mois, je vous dis, c'était pas mal de réglages et d'affiner. Voilà, on a affiné pas mal de choses. Voilà, donc on a travaillé quelques prospects avec qui on a échangé. On a eu des clients maintenant qui nous ont bien aidés à avoir une belle offre et à répondre, à bien connaître leurs attentes. Et effectivement, c'est des questions qu'on aurait presque pu se poser avant le lancement de l'entreprise. Donc toute cette partie, ces 6 mois, on n'était pas forcément droit dans nos bottes, donc on n'a pas fait une grosse communication. Par contre, on a été tout de suite à l'affût sur 6 mois après à tous les salons auxquels on pouvait participer. Donc nous, on a fait des événements salons, donc en tant qu'exposant dans notre région d'abord, et puis sur Paris ensuite. Parce on a vraiment une offre qui peut intéresser toute la France. Donc voilà, l'événement qu'on a pu faire, c'est plutôt les salons, participation aux salons. Et sinon, nous, on est encore assez discret. On fait un petit peu d'Instagram, mais on fait pas de gros événements. Nos clients sont pas forcément non plus à côté de chez nous. Donc l'intérêt n'est pas de faire une porte ouverte à ce jour, en tout cas. Ok. Alors nous, à l'ouverture, on voulait organiser vraiment une soirée de lancement d'abord pour remercier tout l'accompagnement, beaucoup des gens qui nous avaient aidés au départ, et le but c'est de faire une ouverture, un truc assez ouvert, faire venir les commerçants autour de nous. Le Covid n'était pas d'accord avec ça, donc il a fallu qu'on annule. Voilà, donc ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc on aurait pu le faire plus tard, mais vu que le lancement était fait, mais alors, malheureusement, on n'a finalement rien organisé et les choses se sont mises sur les rails toutes seules et finalement on a cligné des yeux et on était quasiment 3 ans plus tard. Donc du coup, ça va très très vite. L'idée c'est que en ce qui concerne la communication, nous ces réseaux sociaux. Instagram et Facebook qui touchent pas les mêmes tranches d'âge, donc qui nous permettent de taper un peu plus large. Les réseaux c'est pratique parce que c'est gratuit. Voilà, donc enfin dans la mesure où vous en servez bien sûr, ça vous permet de toucher du monde, faire attention à ce qu'on dit selon le type de produit que vous pratiquez. Nous c'est de l'alcool majoritairement. Donc il y a des lois qui nous interdisent de parler de certaines choses, de certaines manières, à certaines heures, si jamais vous voulez. On aurait adoré avoir une communication radio sur la radio locale. Malheureusement, on n'a pas le droit de parler d'alcool à toutes les heures sur une radio locale. Donc ça peut être, c'est bien d'avoir cette réalité-là, de savoir précisément si votre service nécessite une publicité. Voilà, les réseaux sociaux, c'est une bonne manière de s'en servir. D'autant plus que, comme je viens de dire, tous les réseaux touchent pas les mêmes tranches d'âge, donc vous pouvez cibler facilement une tranche d'âge selon comment vous allez faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, payer pour des publications qui toucheront plus large. Nous, on n'a pas eu besoin pour l'instant, et c'est pas encore prévu, mais c'est possible si on le souhaitait. Ça va juste vous demander quelque chose, c'est que si vous passez par les réseaux sociaux, ça va demander du travail pour que vos publications soient propres. Une publication, c'est important, il faut que ce soit laser, comme on dit, c'est-à-dire que faut qu'une publication, c'est pas très gros, faut que ça touche vite et bien. Nous, si ça peut ne serait-ce que déclencher l'envie à quelqu'un de s'arrêter devant la boutique parce qu'il a vu la publication, on a gagné, en gros. Mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. On s'est rendu compte tout récemment que faire des vidéos touchait beaucoup plus de monde que faire uniquement des images. Mais ça prend un temps fou parce que je ne suis pas monteur professionnel et que faire du montage vidéo pour avoir des choses un petit peu dynamiques et pas des vidéos où on s'endort, c'est compliqué. C'est un métier. Donc il y a des gens que vous pouvez éventuellement payer pour ce service. Ou alors, vous pouvez essayer tout seul pour vous faire la main. Mais voilà, nous, c'est vraiment une communication 100% réseaux sociaux. On n'a malheureusement pas communiqué assez fort à l'ouverture. On l'a vu.
On aurait espéré démarrer plus fort que ce qu'on a démarré. Et du coup, on a eu un petit temps de rattrapage de wagons au départ. Donc, voilà un peu l'idée. Ok. Merci beaucoup, Romain et Marc. On va du coup boucler le webinaire. Pour information, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de BGE Réseau. Voilà. Merci à tous pour votre participation et très bonne journée. Au revoir. Merci tout le monde.